Bien, nous allons voir maintenant le dernier dossier de cette conférence de D4, de rhumatologie. Alors cette fois, c'est un homme jeune de 30 ans qui a senti une histoire de craquement dans le dos, blocage, après avoir soulevé une caisse de bouteilles de vin dans son épicerie. Quel diagnostic devez-vous évoquer? Alors bien sûr, ce diagnostic est évident, mais le tout c'est de trouver les mots-clés. Et le mot-clé ici est le mot lumbago aigu. Lumbago aigu. J'accepte aussi lombalgie aiguë d'origine discale. Mais je n'accepterai pas, par exemple, le mot lombalgie, qui traduit simplement le fait que c'est une douleur lombaire. Donc lumbago aigu ou lombalgie aiguë d'origine discale. Question numéro 2. Quelle aurait été votre attitude thérapeutique si vous étiez le médecin de SOS Médecins? Donc le traitement du lumbago, c'est un traitement ambulatoire. Vous n'allez pas mettre ce patient en repos prolongé. On vous demande de savoir aujourd'hui qu'un arrêt de travail trop prolongé, une mise au lit prolongée au-delà de 2 à 3 jours peut être à l'origine d'une lombalgie chronique et que ça doit donc être évité en raison du risque de déconditionnement. Par contre, il n'est pas en état de travailler et vous allez donc bien sûr lui prescrire un arrêt de travail limité dans le temps à 3 jours. Et comme ici, apparemment, ce lumbago aigu est survenu pendant le travail, vous devez faire une déclaration en accident de travail. Ne pas oublier ce mot-clé important dans certains dossiers de rhumatologie ou d'orthopédie. Déclaration en accident de travail. Alors il faut bien sûr soulager les douleurs de ce patient qui sont parfois très intenses et vous devez passer par un traitement antalgique et un traitement anti-inflammatoire, éventuellement mieux relaxant. Traitement antalgique, vous allez utiliser d'emblée un palier 2. Un palier 1 serait notoirement insuffisant devant cette douleur, voire même, si nécessaire, un palier 3, si la douleur est exquise. Et on utilise souvent l'association de paracétamol à de la codéine ou à du tramadol. Le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien est indiqué en l'absence de contre-indications. Le sujet est déjà tombé au concours. Donc les contre-indications, vous les connaissez, notamment l'existence d'un ulcère gastro-duodénal. Et vous allez préconiser ici, en l'absence de cette contre-indication, un traitement anti-inflammatoire, par exemple 2 comprimés par jour de Voltaren ou de biprophénide. Mais attention à ce 0 facilement gagné. En l'absence d'antécédents d'ulcère, vous ne devez pas associer systématiquement un IPP. On vous le reprocherait. Donc je vous rappelle les indications des IPP en association aux AINS. Ce sont les patients ayant des antécédents ulcéreux ou les patients âgés plus de 65 ans. Un traitement mieux relaxant est souvent administré. Bon, je ne l'ai pas coté. Souvent parce qu'en fait, il va permettre d'obtenir pour le tétrazépam un sommeil un peu plus relâché. Mais disons que les preuves d'efficacité des myorelaxants sont quand même faibles. Attention ici, ne pas prescrire de contention lobaire, ni de rééducation d'ailleurs, à quelqu'un qui fait sa première crise de lumbago aigu. Ce sont des coûts inutiles pour une première crise et on pourrait vraiment vous en vouloir si vous prescrivez une ceinture lombaire ou un corset lombaire à toute personne faisant pour la première fois un lumbago aigu. Alors de fait, le patient vous consulte le lendemain, car loin de s'améliorer, ses douleurs se sont modifiées. Et maintenant, il a mal à la fesse droite, à la cuisse jusqu'au mollet droit, et en particulier quand il va à la selle, les douleurs deviennent intolérables, avec des fourmillements des derniers orteils, des 4e et 5e orteils. Quel diagnostic devez-vous envisager et justifier? Bon, ce tableau vous évoque bien sûr une lombosciatique. Mais attention ici à la correction, car je ne me contenterai pas du diagnostic de lombosciatique. Je veux entendre que cette lombosciatique est d'origine discale, qu'elle est secondaire à une hernie discale. Pour beaucoup d'entre vous, la lombosciatique se résume à la hernie discale. Or, une lombosciatique,
c'est un syndrome qui peut être lié à de très nombreuses étiologies. Ça peut compliquer une spondylodicite, ça peut compliquer une tumeur intrarachidienne, ça peut compliquer une pathologie mécanique comme une arthrose. Donc le diagnostic de lombosciatique, c'est un diagnostic syndromique. Il va falloir connaître l'étiologie que vous pouvez ici apprécier. Donc, une fois que vous avez dit le mot lombosciatique, il faut vous lancer et indiquer quelle est la racine touchée. Ici, vous aviez un territoire douloureux et sensitif qui est manifestement renvoyé à la racine S1. Racine S1, dos du rachis lombaire, fesses, face postérieure de la cuisse, en arrière sur le mollet jusqu'au talon, et puis la plante du pied et les 4e et 5e orteils. Donc c'était bien une racine S1 et non pas L5. Et puis il fallait préciser le côté, c'est tout simple, côté droit, mais il ne faut pas l'oublier. Il s'agit bien d'une lombosciatique par hernie discale, et cette hernie discale est L5-S1, car vous avez des circonstances de survenue de cette lombosciatique tout à fait caractéristiques de cette pathologie discale, un lumbago puis une sciatique, la hernie discale qui ressort un peu plus en arrière pour comprimer cette fois le nerf et pas seulement le ligament commun intervertébral postérieur. Un autre argument de l'énoncé, c'est l'impulsivité à l'éternuement, à la défécation, à la toux également, cette impulsivité qui traduit une pathologie compressive intrarachidienne. Donc ne pas oublier devant toute lombosciatique d'évoquer la hernie discale. Quels autres signes cliniques recherchez-vous en faveur du diagnostic de lombosciatique par hernie discale? Le plan était facile à faire. Il fallait faire d'une part un chapitre consacré à la lombosciatique, d'autre part un chapitre consacré à la hernie discale L5-S1. En faveur de la lombosciatique, S1 droite, l'abolition du réflexe achilléen. Le réflexe achilléen, c'est la racine L5. C'est la racine S1, pardon. Dans le cadre d'une sciatique L5, vous n'avez pas d'abolition du réflexe achilléen. Vous allez chercher un déficit moteur sur les muscles relevant de la racine S1, qui sont le grand fessier, les ischio-jambiers, le triceps sural, les fléchisseurs, les orteils. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler les muscles innervés par la racine L5, qui sont le moyen fessier, les muscles releveurs et péronniers, les péronniers latéraux, et les muscles releveurs des orteils. En cas de sciatique S1 droite, vous avez des difficultés à marcher sur la pointe du pied droit, alors qu'en cas de sciatique L5, vous avez une difficulté à marcher sur le talon, c'est-à-dire de relever les orteils. Ça, ce sont les arguments pour une lombosciatique S1 droite. Mais vous avez aussi les arguments recherchés pour une hernie discale, et notamment un signe clinique important, un mot-clé important, qui est le signe de la seigue du côté droit. Une douleur sur le trajet de la racine sciatique S1 quand vous levez la jambe tendue sur le bassin. Le signe de l'assègue droit, qui n'est pas un signe simple de l'assègue lombaire avec une douleur lombaire, mais une douleur radiculaire tout le long de la jambe. Vous allez rechercher aussi des signes rachidiens, ce qu'on appelle le syndrome rachidien, à savoir la contracture et la raideur rachidienne en mobilisation, et aussi le signe de la sonnette, c'est-à-dire que la pression de la région paravertébrale déclenche une douleur sur le trajet du nerf sciatique. Donc voilà les signes cliniques en faveur d'une lombosciatique par hernie discale qu'il vous faudra rechercher. Question numéro 5, très classique comme question. Quel examen paraclinique lui demandez-vous pour le confirmer? Singulier pluriel, petit piège. Eh bien, en fait, la réponse, elle est claire et consensuelle. Aucun examen d'imagerie n'est indiqué. Question facile à corriger. Si vous mettez scanner, IRM, on vous mettra 0. Car il s'agit d'un patient jeune, 20 à 50 ans, qui n'a aucun antécédent particulier, donc il n'a pas, par exemple, de cancer qui aurait pu expliquer une métastase vertébrale, un état d'immunodépression qui aurait pu expliquer une infection. Il a un tableau typique de lombosciatique par hernie discale. Et cette lombosciatique est récente, depuis moins de 8 semaines.
Donc il n'y a aucune nécessité de faire d'imagerie d'une lombo sciatique récente puisque vous n'allez pas l'opérer, vous n'avez pas d'indication neurochirurgicale, vous n'avez pas traité des images. D'autre part, cette lombo sciatique n'a pas de signe d'accompagnement, il n'y a pas de fièvre, pas d'altération de l'état général, qui pourrait faire penser à une spondylodicite par exemple, ou à une métastase ou une tumeur. Et enfin, c'est une sciatique non compliquée, il n'y a pas d'indication neurochirurgicale en urgence, pas de paralysie, pas de syndrome de la queue de cheval. Donc pour toutes ces raisons qu'il va falloir écrire, vous n'avez aucun examen d'imagerie indiqué dans un lumbago, ni dans une lombo sciatique d'apparition récente. Question suivante. Vous l'avez arrêté, monsieur S. Vous l'avez arrêté 7 jours. Et il vous demande ce qu'il doit faire du certificat que vous lui avez remis et quel sera son salaire pendant les 7 jours. Que lui répondez-vous? Donc vous lui avez remis en fait un certificat qui est un certificat médical descriptif initial d'accident de travail. Je vous rappelle, cet accident était survenu à son travail, c'est une présomption d'imputabilité, il est en accident de travail, et avec ce certificat médical descriptif, il doit prévenir son employeur dans les 24 heures suivant la blessure. L'employeur, lui, fera la déclaration à la CPM de la victime dans les 48 heures, et il gardera un volet. Les volets remis à l'accidenté, et notamment les volets 3 et 4, la feuille d'accident de travail, lui permettront la prise en charge à 100% des soins médicaux et paramédicaux, kinésithérapie, médicaments. Alors, pour ce qui concerne la question des indemnités journalières, les IJ, eh bien, vous devez le savoir, en fait, on lui versera 60% de son salaire journalier de base jusqu'à J29, en gros pendant le premier mois. Le premier jour, celui de l'accident, il sera payé par son patron. Les 3 jours suivants seront payés. Il n'y a donc pas de délai de carence comme cela arrive en cas d'arrêt de travail lié à une maladie. C'est la grosse différence entre l'accident de travail et la maladie, c'est qu'il n'y a pas de délai de carence. Donc les jours suivants lui seront payés par sa caisse primaire d'assurance maladie. Et par la suite, il va toucher 60% de son salaire jusqu'à J29. Et si l'arrêt de travail se prolonge au-delà de J29, il va percevoir 80% de son salaire journalier. Alors, le patient vous demande si, en fait, il n'est pas préférable que vous le mettiez en maladie professionnelle. Il a entendu parler de la mise en maladie professionnelle de certains patients ayant une lombo sciatique. Donc, il vous pose la question. Alors, j'insiste un peu sur cette question parce que finalement, la lombo sciatique paramédicale, c'est le seul cas où on peut discuter accident de travail et maladie professionnelle. Puisque la lombo sciatique peut être bien sûr prise en accident de travail, mais c'est aussi un des cas possibles de prise en maladie professionnelle à certaines conditions. Alors ces conditions sont drastiques, mais elles doivent être connues. Et chez ce patient, elles ne sont pas remplies. Donc il fallait répondre non, il ne peut pas être pris en maladie professionnelle. Je vous rappelle que la maladie professionnelle concerne la lombo sciatique et en aucun cas la lombalgie chronique. Quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Une lombalgie chronique acquise sous l'effet du travail n'est pas une maladie professionnelle. Seule la lombo sciatique ou la lomboradiculalgie l'est. Il faut que cette lomboradiculalgie corresponde à une atteinte radiculaire avec concordance avec l'électromyogramme d'une part, l'imagerie d'autre part. Et surtout, je crois que ça c'est important, parce que ce n'est pas très fréquent finalement, il faut que cette lomboradiculalgie, cette lombo sciatique, dure depuis plus de 6 mois. Bon, il faut bien reconnaître que ce n'est pas fréquemment le cas, dans la mesure où très souvent, au bout de 2 mois, on va prendre une décision chirurgicale si la lombo sciatique s'éternise. Un autre élément important, qui est le cas de toutes les maladies professionnelles, il faut que le métier fasse partie d'un des tableaux répertoriés au titre de la lombo sciatique. Une profession où vous auriez une lombo sciatique mais qui n'est pas dans ces tableaux n'aurait pas le droit à une maladie professionnelle. Il faut qu'il y ait une durée minimale d'exposition au risque. En gros, si vous travaillez depuis 1 mois, vous n'avez pas le droit de bénéficier de la maladie professionnelle. Ici, c'est 5 ans. Il faut respecter, comme dans toute maladie professionnelle, je ne vais pas insister là-dessus,
le délai de prise en charge et les délais de prescription. Bon, ici, ça ne se présentait pas. Donc, effectivement, ici, il fallait répondre non. Il s'agit bien d'un accident de travail et non d'une maladie professionnelle. Question 8, où il est question de rééducation, une question nouvelle du programme, parfois pas facile à traiter. Et on vous dit quels sont les grands principes de la rééducation, dans la mesure où ce patient a une lombo sciatique et qu'il n'a pas de signe neurologique de gravité. Alors le principe, c'est de trouver les mots-clés, parce que bon, la rééducation, pas toujours facile à traiter. Alors vous allez débuter par une prescription initiale. J'ai mis 15 séances, parfois c'est 10, 12 séances. Moi j'aurais peut-être mis une prescription initiale de 10 à 15 séances. Avec à chaque fois le même plan que je vous propose. Traiter la douleur par des massages à visée antalgique. Renforcer les muscles par la kinésithérapie. On va renforcer les muscles paravertébraux, les muscles spinaux, et on va renforcer les muscles abdominaux par un travail de rééducation. On va apprendre le verrouillage lombaire, apprentissage du verrouillage lombaire, c'est-à-dire faire en sorte de bloquer la colonne lors des mouvements pour éviter d'expulser la hernie discale. C'est une sorte de corset musculaire physiologique. Enfin, le but de la rééducation, c'est d'apprendre les postures d'économie lombaire, c'est-à-dire faire en sorte que le disque ne soit pas soumis à contrainte par des postures relaxantes. Mais la rééducation ne se limite pas au travail fait par le kiné pendant la séance. Il comprend aussi un mot-clé qui est le mot éducation. Rééducation égale éducation. Et dans l'éducation, il y a les exercices qu'on va apprendre au patient à faire chez lui, tous les jours si possible, de façon à éviter les récidives. On va informer le patient sur les risques induits par certains mouvements de la colonne, sur les exercices à faire, sur les sports à pratiquer, par exemple la natation, éventuellement le vélo, tous les sports qui ne sont pas contre-indiqués en cas de hernie discale et qui peuvent être faits pour conserver un bon état de forme. En fait, malgré les traitements médicaux, malgré 3 infiltrations épidurales, malgré la prolongation de son arrêt de travail, il reste douloureux. Et vous l'avez vu plusieurs fois dans les 6 semaines qui ont suivi son accident de travail. Et vous demandez donc un bilan d'imagerie. Et on vous demande de l'analyser, ce bilan d'imagerie. Bon, je pense que vous voyez vite ici qu'il s'agit d'une IRM. Une IRM en coupe transversale, axiale, et à gauche, et une IRM en coupe sagittale à droite. Vous voyez que c'est une séquence T2, puisque le liquide céphalorachidien est en blanc. Il ne faut pas avoir une vue de lynx pour deviner ici la volumineuse hernie discale. On est bien en L5, S1, comme prévu. Vous voyez que cette hernie discale, elle est paramédiane. Le milieu est ici, elle est paramédiane, côté droit. Ici, c'est la gauche. Donc, vous avez une volumineuse hernie discale paramédiane droite. Vous voyez qu'elle est en regard du disque, c'est-à-dire qu'elle est ni migrée, ni exclue. Donc, sur cette imagerie, vous confirmez le diagnostic de hernie discale paramédiane droite, L5, S1, non exclue, comprimant la racine S1 droite lorsqu'elle va émerger dans le foramen. C'est la dernière question du dossier. Et finalement, vous aviez opéré ce patient. Vous lui avez fait un curetage discal. Vous aviez enlevé ses hernies discales. Or, il vous consulte 5 semaines plus tard, parce qu'alors ça allait à peu près bien,
ça allait plutôt mieux. Ils voient réapparaître des douleurs, mais qui ont un peu changé dans leur symptomatologie, puisque ce sont des douleurs à type de brûlure, quasi permanente, et à type de décharge électrique, qui sont très pénibles. Et on vous demande quel diagnostic devez-vous envisager, quel est le plus probable, et ensuite quel en est le traitement. Cette question, c'est pour aborder donc les douleurs post-opératoires en cas de sciatique, avec deux mots-clés qui me paraissent fondamentaux, le sepsis opératoire et donc l'infection nosocomiale. J'ai mis 0 en cas d'oubli. Qui est le diagnostic de gravité. C'est celui qu'il faut évoquer en urgence. Et vous êtes tous informés des risques qu'il y a eu après ces interventions sur le rachis, avec des possibilités de spondylodicite et de sciatique post-opératoire. Il peut s'agir aussi simplement d'un échec du traitement. Un geste qui est incomplet, qui a laissé un fragment discal compressif. Il peut s'agir aussi d'une récidive, c'est-à-dire d'une hernie à un étage, par exemple, sous-jacent, L4, L5. On peut l'évoquer à la suite d'un faux mouvement, par exemple, avec une sciatique qui revient. Mais ces deux diagnostics sont quand même beaucoup moins importants que le dernier, et beaucoup moins probable surtout, qui est le sujet un peu à la mode en rhumatologie, qui est le sujet de douleurs neuropathiques, diagnostic le plus probable, avec les caractéristiques qu'on vous indiquait dans l'énoncé tout à fait particulières aux douleurs neuropathiques, à savoir le fond douloureux permanent à type de brûlure et les douleurs en éclair, en décharge électrique, qui sont très particulières à ce tableau. Alors ces douleurs neuropathiques, le traitement en est aujourd'hui bien codifié. Quand le tableau s'éternise, il sera au mieux traité en centre antidouleur et il repose sur 3 types de médicaments. Le traitement antalgique, proprement dit, notamment le tramadol, en association ou non au paracétamol. Le traitement antiépileptique pour les douleurs en décharge électrique. Et 2 médicaments sont couramment utilisés, on l'AMM, ce sont la prégabaline, le Lyrica, ou la gabapentine, c'est le Neurontin. Et 3e traitement, notamment pour les traitements à type de brûlure, c'est le traitement antidépresseur qui utilise l'amitriptyline, le Laroxyl, ces 3 traitements étant souvent associés. J'aurais dû mettre également un 4e chapitre qui est la poursuite de la rééducation, ou le traitement de rééducation, car dans les traitements des douleurs neuropathiques, en dehors de la prise en charge psychothérapique, la prise en charge de kinésithérapie joue un rôle essentiel. En conclusion, la lombosciatique est un sujet éminemment sortable au concours. Je vous rappelle qu'elle est, dans la grande majorité des cas, consécutive à une hernie discale et qu'on vous demandera de reconnaître un trajet S1 d'un trajet L5, que devant toute lombosciatique, vous devez garder en tête l'éventualité d'un accident du travail et que c'est la seule pathologie à ma connaissance où vous pouvez à la fois hériter d'un accident du travail, si j'ose le dire, et d'une maladie professionnelle quand la lombosciatique se prolonge au-delà de 6 mois. Je vous rappelle enfin le piège classique. Contrairement à la vie réelle, il n'est pas indiqué d'imagerie pendant les premières semaines en l'absence de complications neurologiques qui sont, je vous le rappelle, la sciatique paralysante et le syndrome de la queue de cheval. Et on ne doit pas voir arriver dans nos cabinets des patients souffrant d'une lombosciatique depuis quelques jours, vous amenant des radiographies standards du rachis, un scanner et une IRM, alors que dans 90% des cas, cette lombosciatique va guérir en quelques jours avec un traitement médical approprié. Je vous remercie. Voilà les items abordés, notamment le chapitre lombosciatique, syndrome canalaire, mais aussi le chapitre accident du travail et maladies professionnelles, car la question lombosciatique est une bonne occasion de travailler cette question difficile, connaître les douleurs neuropathiques et les thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses des douleurs neuropathiques, sujet à la mode,
et puis revoir les techniques de rééducation et de réadaptation, la prescription de kinésithérapie.